Bonjour, c'est un plaisir pour moi de participer à ce webinaire consacré à la sauvegarde des jeux et sports traditionnels. Mon propos va tendre à mettre en avant le potentiel énorme des jeux et sports traditionnels africains dans le monde contemporain. Je dois dire toute ma satisfaction de participer à cet événement qui, à mon avis, constitue ou arrive à un moment qu'on appelle une espèce de kairos, c'est-à-dire un moment vraiment opportun puisque de plus en plus d'institutions dans le monde reconnaissent l'importance du sport dans le processus du développement économique, dans l'éducation. Et les grands programmes du monde, y compris l'Union africaine, dans le programme 2063, reconnaît l'importance du sport, même si on peut regretter que l'esprit des sports traditionnels y soit, puisqu'on parle de renaissance africaine, mais pas la lettre. Alors, je suis particulièrement concerné par cette question. D'une part, j'ai travaillé souvent dans le cadre de l'histoire générale de l'Afrique pour plusieurs expertises. D'autre part, et peut-être un peu plus particulièrement, j'ai eu l'opportunité récemment, c'était au début avril, d'être le président du comité scientifique du premier colloque international qui a eu lieu, qui était pluridisciplinaire, qui avait pour thème l'Awalé, jeu de sommeil africain, une présence africaine. C'est un colloque qui a été organisé par la maison d'édition Présence africaine sous l'égide de l'UNESCO. Alors, je vais donc soulever quelques points qui sont des points de réflexion, qui sont des points de discussion, des points d'accroche sur cette question des jeux et sports traditionnels. Le premier point est une énorme anomalie. Une anomalie qui commence d'ailleurs par un mirage. De quel mirage s'agit-il? Eh bien, on connaît de plus en plus de grandes stars africaines dans le sport mondial. D'ailleurs, le sport le plus populaire au monde, dit-on aujourd'hui, le football, a donné à l'Afrique un président de république. Mais on sait aussi que les grandes stars africaines, les Didier Drogba, les Samuel Eto'o, entre autres, sont extrêmement connus dans la planète entière, sans compter ceux qui sont d'origine africaine, qui brillent dans d'autres équipes de clubs, comme des équipes nationales en Europe ou ailleurs. Dans le basketball américain, très médiatisé, il n'en va pas autrement, puisqu'on n'en est plus à l'époque des années 90 où on cherchait quelques stars africaines comme Hakim Olajuwon, entre autres. Aujourd'hui, ces stars sont légion. Et ça pourrait peut-être nous amener sur la pente de cette décision cette conclusion un peu rapide, qui aurait un miracle africain, que les migrants africains finalement dans le sport international et dans le sport finalement occidentalisé et occidental, eh bien, ces Africains seraient aujourd'hui en train de relever le niveau du sport africain et écrire une belle page de l'Afrique dans le monde du sport. Pourtant, il suffit de constater un certain nombre d'éléments pour voir qu'il n'en est rien. Tout au moins que ce sont des observations qu'on pourrait relativiser sérieusement. Quand vous prenez la nomenclature des jeux et les sports en compétition pour les Jeux olympiques, je prends pour base de référence les Jeux olympiques de 2016, on est frappé par une chose. 90% des sports en compétition proviennent de l'Europe et des Amériques. En gros, 15% de la population mondiale est responsable aujourd'hui de 90% des sports olympiques. Et quand on prend les 10 sports les plus populaires au monde, c'est-à-dire les plus mondialisés, ceux qui font le plus d'audience télévisée, etc., le football, le basket, le cricket, le rugby, le tennis de table, le volleyball, etc., eh bien, ces 10 sports sont quasiment, essentiellement et exclusivement euro-américains. La conclusion ou la conséquence, c'est que le processus finalement du sport mondial est un processus en quelque sorte d'occidentalisation, mais aussi, et malheureusement, risque d'être un processus d'acculturation. Ce qui ne voudrait pas dire que les Africains ne se réapproprient pas ces sports. On sait que ces sports ont pu servir aussi l'identité nationale, ont pu servir aussi d'ailleurs de combat, de ressources de combat contre le colonialisme, etc. Mais il n'empêche
ce sont quand même des sports non africains pratiqués par des Africains. Et le paradoxe, il est où? Le paradoxe, eh bien, il se situe dans ce fait historique avéré, et que l'Afrique, berceau de l'humanité, est aussi le berceau de ce qu'on appellera plus généralement les activités ludo-corporelles, physiques, culturelles, qu'on nomme de façon globale les sports aujourd'hui. Eh bien, on pourrait absolument dire que l'Afrique est également le berceau des sports. Souvenez-vous, l'Égypte antique est une civilisation africaine où on rencontre la lutte traditionnelle, où il y avait déjà des compétitions de course à pied, de tir à l'arc, de sport nautique, des compétitions de course de chars, des jeux de société comme le Sénète, entre autres. Et ces jeux et sports traditionnels ont percolé, se sont poursuivis dans l'Afrique contemporaine, évidemment, avec quelques heurts, quelques malheurs, mais également quelques hauts faits que nous pourrons signaler au passage. Donc, en gros, on a aujourd'hui, dans l'Afrique contemporaine, malgré les difficultés, une situation très hétérogène, avec certains sports qui sont en voie de disparition ou qui ont disparu, des sports qui sont en situation de, on dirait de survie, mais également une renaissance d'un certain nombre de sports. Je prendrai pour exemple pour la Renaissance, bon, le cas assez évident, qui est un cas à étudier, c'est la lutte sénégalaise. Le Sénégal étant un des rares pays, sinon le seul pays africain probablement, dans lequel la lutte, en tout cas un sport traditionnel africain, est plus suivi que les sports européens et les sports occidentaux. Mais évidemment, la situation est beaucoup plus complexe et plus riche en un sens, puisqu'on retrouve encore des compétitions diverses, hein, de lutte, de course de pirogue, de chasse, de danse sportive et toutes sortes de compétitions ou de jeux de société qui sont encore prégnants dans les sociétés africaines, même si on peut penser que le degré de promotion n'est pas ce qu'il pourrait être. Donc le paradoxe, il gît dans le fait que d'un côté, on a un énorme potentiel, un énorme patrimoine de sport ancien, de sport traditionnel dans tous les domaines, qu'il s'agisse d'activités corporelles, de renvoyant à la gymnastique, qu'il s'agisse des sports de précision, qu'il s'agisse des sports d'adresse, qu'il s'agisse de jeux stratégiques. Eh bien, nous avons énormément de bases, énormément de ressources en la matière. Il faut quand même dire que par le passé, dans l'histoire africaine, c'est ce que nous appelons aujourd'hui jeux et sports traditionnels. Ça n'a pas toujours été des jeux, ça n'a pas toujours été exclusivement des jeux, tout au moins. Il y a souvent eu une dimension de socialisation, une dimension culturelle, une dimension initiatique, une dimension sociale et toutes sortes de paramétrages sociaux qui avaient une dimension un petit peu particulière, un peu idiosyncrasique. Il n'empêche que le potentiel des sports, des jeux et sports traditionnels, aujourd'hui, on peut le dire avec certitude, il est énorme, même s'il n'est pas encore dénombré, et même si nous manquons d'éléments suffisamment, disons, codifiés pour en parler avec science. On peut observer tout au moins que ce patrimoine représente d'abord un ensemble de valeurs. C'est bien un patrimoine africain. L'ensemble des jeux et sports traditionnels représente un patrimoine africain, un ensemble de valeurs, de savoir-faire qui sont représentatifs aussi d'une identité, une identité qui peut être celle d'un groupe et qui peut être également une identité un peu plus collective. Les jeux et sports traditionnels sont également partie de la diversité humaine. Ils font partie de la diversité africaine, évidemment, mais la diversité humaine, en même temps qu'ils ont contribué à produire différentes formes de cohésion sociale interne aux sociétés africaines et même entre différents peuples et différentes sociétés. D'un point de vue économique, aujourd'hui, on découvre de plus en plus la valeur économique du sport. On découvre, si on ne prenait que les pays de l'OCDE où les choses sont plus lisibles aujourd'hui, on pense que le sport représenterait entre 2 et 3% de la richesse créée, de la richesse mondiale, du PIB.
Un pays comme le Sénégal pourrait permettre, ne serait-ce qu'à travers la lutte, de faire des calculs à peu près approchés, qui nous donneraient des résultats assez satisfaisants, puisqu'on sait que l'industrie, entre guillemets, de la lutte y est extrêmement développée, extrêmement populaire. Et dans les différentes dimensions du sport, on peut noter que l'économie du sport va mettre ensemble un certain nombre d'acteurs, hein, les clubs, les joueurs, les équipementiers, ceux qui fabriquent les équipements, les infrastructures sportives, bien évidemment, les sponsors, les télévisions, et tout ce monde-là va se mettre en branle et produire des événements sportifs qui seront plus ou moins suivis, plus ou moins rétribués, etc. Et à l'arrivée, on a vraiment un secteur économique à part entière. Euh, le potentiel du sport et des sports traditionnels, c'est également, comme je le disais, un potentiel de socialisation ou de resocialisation. C'est-à-dire que ces sports peuvent passer dans l'éducation. On sait que dans certains pays africains, par exemple, si je ne prenais que la Walais, certains pays ont initié et ont introduit la Walais dans les processus scolaires, dans l'apprentissage des mathématiques, dans l'apprentissage de la culture locale. Donc, il y a un potentiel également de socialisation, un potentiel également d'une meilleure imprégnation culturelle des peuples, une meilleure connaissance de leur propre culture. Enfin, je m'arrêterai là dans l'énumération, on sait aussi que le sport et les sports traditionnels participent de plus en plus au bien-être des peuples, à la santé des peuples, à l'inclusivité des peuples. Et on a des sports, par exemple, qui sont des sports typiquement féminins, comme on dit. Ce ne sont pas des sports d'exclusion, mais c'est des sports qui permettent la participation de tous à un certain épanouissement, passant par des activités ludo-corporelles ou ludo-éducatives, ludo-culturelles. Alors, je pense que trois grands jeux, peut-être, ou grandes catégories de jeux seraient intéressants à étudier du point de vue que j'ai abordé tout à l'heure. Ce seraient les jeux de semaille, donc Awale, Awele, Ayo, Pao, Amoeso, Owela, Solo, Kisoro, selon les noms et selon les variantes de jeu. C'est probablement un des jeux les plus répandus. Les anthropologues disaient d'ailleurs au XIXe siècle, ils disaient de ce jeu que c'était le jeu africain par excellence et que la lutte traditionnelle était le sport traditionnel par excellence de l'Afrique. Parce qu'on retrouve cette lutte, et évidemment avec des variantes, on la retrouve quasiment partout en Afrique. Il y a également un jeu qu'on appelle au Congo le Nzango, qui a été pratiqué lors des Jeux africains de Brazzaville. C'est un jeu féminin, c'est un jeu dansé, un jeu de pied qui est un jeu dansé, qu'on appelle, je veux dire, Ampé au Ghana, qu'on appelle Buntu au Bénin. Eh bien, ce jeu également, il est très, très répandu en Afrique, mais avec plusieurs noms, plusieurs dénominations. Je pense que ces trois jeux pourraient permettre de faire un travail peut-être pour les amener à représenter une forme des sports africains ou des sports panafricains ou des sports d'élite africains. Mes recommandations sont donc les suivantes. Il me semble que pour les jeux et les sports traditionnels, la première chose qui serait importante à faire, c'est d'arriver à les identifier, à les codifier, à produire de la data par rapport à ces jeux, mais également à produire de la recherche. Ces jeux nous amènent dans des directions extrêmement étonnantes. Si vous prenez un jeu comme la Walé, qui se trouve en Afrique, mais qui se retrouve également dans les Caraïbes, qui se retrouve au Brésil, qui se retrouve à Antigua, vous voyez bien que c'est un jeu qui suit en fait la traite négrière, qui suit les parcours de la traite négrière et qui nous dit aussi des choses sur la façon dont nos ancêtres ont traversé les mers. C'est-à-dire qu'ils ont traversé avec leur savoir, leur culture, etc. Donc, il y a une dimension, à mon sens, d'information, de codification, mais également de recherche pluridisciplinaire, bien évidemment, puisqu'on a de l'histoire, on a de l'anthropologie, mais on a aussi l'intérêt pour les sciences dures, entre guillemets, les mathématiques, etc. Ensuite, je crois qu'il faudra travailler à patrimonialiser ces jeux.
pour les faire sortir de l'oubli pour un certain nombre d'entre eux, les inscrire dans une liste sur le patrimoine immatériel, une liste représentative du patrimoine immatériel de l'humanité, pourrait leur donner une certaine visibilité et surtout donner une légitimité aux différents ministères, aux différents acteurs économiques pour travailler à les promouvoir. Le troisième point, ce sera donc de travailler à la resocialisation de ces jeux. Et la resocialisation passera par leur insertion dans l'éducation, dans les circuits culturels et évidemment dans le sport, dans la pratique sportive la plus populaire, la plus massive, entre guillemets, dans un premier temps. Et puis, quatrième élément, travailler à ce qu'on appelle la sportivisation des jeux traditionnels, c'est-à-dire le passage d'activités relativement ou relativement peu codifiées ou relativement peu industrialisées, entre guillemets, à quelques jeux, quelques sports qui pourraient devenir des sports d'élite, qui pourraient être des sports africains, qui pourraient être des sports panafricains, mais qui pouvaient être également des sports mondiaux, des sports universels. Pour information, la Corée a réussi, par exemple, à inscrire au patrimoine mondial, les deux Corées d'ailleurs, la lutte traditionnelle de Corée. Les Africains pourraient en faire autant. Ça permettrait d'ailleurs peut-être d'accélérer le passage de ces jeux et de ces activités aux Jeux olympiques. Je terminerai aussi avec un point que je n'ai peut-être pas mentionné, que j'aurais pu mentionner, que j'aurais dû mentionner plus tôt, c'est que les jeux, et c'est un certain nombre de jeux et de sports traditionnels, ont vraiment une partie liée avec la recherche aussi de certaines valeurs, et notamment des valeurs de paix. En Angola, il y a ce jeu de semaille qu'on appelle par ailleurs Awale, Owela, etc. Songo, Angola. Eh bien, ce jeu qu'on appelle Kiela, on dit de lui que c'est le jeu qui transforme les ennemis en amis. Donc, dans ce jeu-là, il y a également cette espèce de philosophie de transformer les ennemis en amis, c'est-à-dire une philosophie fondamentalement qui est une philosophie de la paix. Et je pense que en ayant dit ces éléments-là, je mets en débat, et je vous propose de débattre de l'une de ces questions-là, mais que nous nous retrouvions dès que possible pour faire avancer ce dossier. Je crois qu'il est extrêmement prometteur et surtout, il tombe vraiment au bon moment. Je vous remercie pour votre attention. À très bientôt.